Notre budget était présenté sur ces bases au moment du débat d'orientation budgétaire. Je vais même permettre d'y revenir quelques instants pour dire que notre objectif de la stratégie de mandat vise à ne pas mettre à mal les grands équilibres que nous avons, notamment sur l'épargne brute, que nous avons une évolution de nos dépenses de fonctionnement qui sont de 3,2%, mais quand on les remet à périmètre constant, c'est-à-dire hors intégration annuelle, notamment des transports scolaires qui ne comptaient que pour une partie de l'année en 2017, nous sommes arrêtés à 0,3% de hausse de la section de fonctionnement. Ensuite, sur les charges d'investissement, sur la montée de l'investissement, nous étions l'année dernière à 285 millions réalisés. Nous serons cette année à 350 millions, 23% de plus, et ce sont les chiffres qui seront constatés au compte administratif. Et nous avons inscrit cette année 406 millions avec l'objectif de réaliser à plus de 90% ces investissements. Je sais que ça peut étonner certains présidents d'exécutifs quand, dans leur collectivité, ne réalisent les investissements qu'à 63%. À 63%. Mais ceci étant dit, non, moi je m'occupe que de la région, je ne suis élu qu'à la région. Mais monsieur le président Sauvadet, je n'ai pas d'œillère et je regarde quand même ce qui se passe à côté. Sur l'endettement, l'endettement est maîtrisé, la présidente l'a dit, au regard des indicateurs qui sont donnés par le gouvernement sur le contrat qu'il veut passer avec les collectivités, nous sommes à un bon niveau. Les éléments marquants que nous avons au niveau des recettes, c'est la suppression du soutien économique, c'est le remplacement de la DGF par une part de TVA, c'est ensuite la compétence transport en année pleine, et je voudrais dire que, effectivement, on pourrait être peut-être un peu plus réactif sur un certain nombre de demandes de M. Sauvadet. Sauf que nous sommes actuellement en train de gérer tout ce qui n'a pas pu être fait par les départements avec la semaine de 4 jours, où effectivement, on a récupéré cette compétence avec des contractualisations qui sont mises à mal par la semaine de 4 jours. Et moi, je pense aux transporteurs qui ne passent plus que 4 jours et non pas 5 jours, et aux salariés de ces entreprises. Nous devons reprendre tous les contrats, là où il y a la semaine de la 4 jours, pour les remettre dans la légalité. Parce que actuellement, les départements n'ont pas eu le temps de faire ces adaptations de contrats. Et il y a un travail fou qui est fait par l'administration sur ce sujet, mais j'y reviendrai. Ensuite, ce qui est à remarquer, c'est aussi l'intégration du contrat social global en matière de ressources humaines, j'y reviendrai. C'est une hausse importante des fonds européens que l'on retrouve en recettes et en dépenses. Et puis aussi, ce sont les incertitudes sur la suite. Mais ce que j'ai dit en commission des finances, et qui n'a pas été retenu, pour ceux qui pensent que la mariée est belle en ce moment, que les recettes sont pérennes, j'ai dit en commission des finances qu'il y avait 12 millions d'euros qui étaient des recettes exceptionnelles non pérennes. Je les cite, je les recite, puisque c'était dit en commission des finances. C'est d'une part le solde de la convention TER 2016. Ce sont les pénalités régionnistes pour les retards de paiement, les retards de livraison. C'est le solde du transfert de la régie du Doubs, qui rentre en recette cette année, mais qui... C'est le solde de la convention du plan 500 000 de 2016, qui sont intégrés en recette. C'est les acomptes aussi au titre de la convention 2017 qui sont remis sur ce budget-là, mais qui ne sont pas pérennes. Et puis, ce sont aussi, là de façon assez exceptionnelle, le solde
de l'ancienne contractualisation européenne du FSE 2007-2013 qui nous a affectés là parce qu'il y avait un décompte qui était fait sur le FSE et renversement. Donc, mesdames, messieurs de l'opposition, ne croyez pas que nos recettes telles qu'elles sont constatées actuellement sont des recettes pérennes. Il y a 12 millions d'euros de recettes exceptionnelles qui sont des régularisations de l'avenir. Et les 19 millions neufs qui nous manquent au niveau du soutien économique, nous l'avons bien, réellement, en réalité, un potentiel pour l'avenir. Donc, je m'essaie, ça représente quand même les 12 millions d'euros, 1% des recettes de fonctionnement que nous avons. J'ai passé un peu de temps pour vous expliquer ça, mais ça me semble essentiel pour la suite de nos débats et de ce que l'on... Donc, on est dans un contexte, effectivement, où il y a un côté de recettes exceptionnelles qui se reproduira. Ensuite, sur les grands équilibres. Non, mais on va en parler, Monsieur Sauvadet. Mais d'ailleurs, au débat d'orientation budgétaire, j'en ai parlé, mais je vais le refaire. Voilà. Donc, je le refais. Donc, on est donc sur le budget général et l'équilibre, on maintient l'épargne pure, on consacre l'investissement avec une volonté de faire plus encore que cette année et dans notre trajectoire de stratégie de mandat, d'arriver sur le mandat aux 400 millions en moyenne, comme l'a dit justement Jérôme Durin, c'est à la fin du marché qu'on comptera les bouses, hein, on verra ce que ça donne, voilà. Hein. Oui, mais moi je suis à un côté très rural, je suis très rural, hein, donc voilà, et puis c'est une citation de Giroud, donc on peut la prendre. Hein. Alors, ensuite, sur le budget, sur les équilibres, nous sommes en recette donc avec globalement 3,6% de recettes supplémentaires, mais si on a un périmètre constant, c'est-à-dire hors transfert de compétences, qui nous arrive en année pleine pour la première fois en 2018, avec 0,5% de recettes supplémentaires, dont 12 millions 1%, qui sont uniquement pour cette année, c'est-à-dire un fusil à un coup, on n'aura rien de cela l'année prochaine. Donc, je vous donne ensuite, je ne vais pas vous en abstraire la lecture, mais sur la fiscalité directe, ce que cela représente, c'est-à-dire la CVAE au global, c'est 5 millions de plus. Le fonds de péréquation CVAE, c'est 4 millions 4. Monsieur Sauvadet, on peut peut-être quand même écouter Michel Degnaud, mais après le débat, il aura lieu. Hein, hein, mais oui, mais vous parlez tellement fort que du coup, moi, j'entends même plus Michel. Et pourtant, j'essaie d'élever la voix. Hein. Alors, nous avons une baisse, de la poursuite de la baisse dans le PLF 2018 de la DRCTP. Sur la fiscalité indirecte, nous avons pris une hypothèse de 2% de plus des immatriculations, une stabilité en TICPE. Sur la formation professionnelle et l'apprentissage, en sachant très bien, la présidente l'a dit, il y a des lois qui sont en préparation, des évolutions, donc on est parti sur un rythme de croisière, mais qui ne va pas forcément perdurer si la loi modifie la donne. Sur les transferts financiers de l'État, donc là c'est le remplacement de la partie de dotation en part de TVA où il y a une évolution positive par rapport aux dotations de 5,4 millions et puis des autres recettes spécifiques. Si on prend ensuite les équilibres budgétaires sur les inscriptions budgétaires, en autorisation de programme, c'est-à-dire en programmation d'investissement, nous sommes à 437 millions d'euros. Et vous avez l'investissement, l'action économique, tout ça qui est prévu dedans. Et puis, sur les autorisations d'engagement, eh bien là, nous sommes avec un périmètre constant, 680 millions d'euros, et on voit que les transports, avec le transfert de compétences, prend une part relativement importante maintenant en autorisation d'engagement, c'est-à-dire un engagement pluriannuel de fonctionnement. Mais on a surtout un budget en crédit de paiement où là,
on a l'investissement, crédit de paiement, investissement. Alors, il est à 455 millions parce que vous avez la part de remboursement de la hors juridiction active de la dette, mais avec la part de remboursement du capital. Ensuite, vous avez les inscriptions budgétaires en fonctionnement où on est à 1,58 milliard, mais à périmètre constant, c'est-à-dire hors transfert et hors augmentation des fonds européens qui affectent quand même fortement ces chiffres à 846 millions. Ensuite, oui, comme quoi je ne connaissais pas l'intervention liminaire de François Sauvadet, puisque ce que j'ai dit en attendant que le diaporama arrive, j'avais des diapos pour le montrer, c'est-à-dire c'est un budget au service des investissements d'avenir, je le répète, donc avec notamment des dépenses en fonctionnement, qui sont de 147 millions et qui concernent autant d'éléments qui préparent l'avenir. Et quand on dit investir dans l'avenir, on veut bien faire comprendre, et puisque vous citiez le Césaire a fait une réponse à une saisine sur ce sujet-là, qui est quand même assez éloquente sur le sujet, pour montrer que investir dans l'avenir, ça ne se confond pas avec le budget d'investissement d'une collectivité. Alors, on peut passer, vous avez toute la liste. Ensuite, un point particulier, une réponse que l'on peut faire à François Sauvadet sur les transports scolaires, pour que les choses soient claires en matière de transfert. Il y a des arrêtés préfectoraux qui ont été pris. Ces arrêtés préfectoraux transfèrent des charges à hauteur de 153,6 millions d'euros. Ça a été arrêté par rapport au chiffre 2016 et ça pourrait être revu par rapport à la réalité, enfin c'est département par département, où on aura le suivi, nous n'avons pas encore les données réelles. Comment ? Il y a eu dans chaque CLERT des méthodes de calcul différentes et des clés d'indexation en fonction de ce qui se passait dans chaque département. Ça a été présenté l'année dernière au mois de décembre, quand nous avons fait cela, notamment pour des départements qui avaient des appels d'offres en cours, on le prenait en compte ou pas suivant les départements, il y a bien eu, département par département, des CLERT de nature différente, suivant les types de marché. Tous ceux qui ont participé régulièrement au CLERT le savent très bien. Donc il y a des ajustements qui vont se faire, mais je vous réponds dans toute transparence, sans rien cacher. Deuxièmement, il y a la part de CVAE que l'on récupère, qui est de 141 millions 100. Le différentiel entre les 153 millions de charges transférées et les 141 millions sont compensés en plus et en moins, d'une part, par les charges transférées de certains départements, 28 millions d'euros, qui sont redonnés à la région, et par compensé dans l'autre sens par des charges transférées de la région vers les départements qui étaient dans un sens déficitaire de 15 millions 7. Et on arrive à une égalité entre les deux si on tient compte de c'est plus, c'est moins, et de la façon de le financer. Par contre, ce que je propose, c'est qu'en même temps que l'on va lancer le débat sur la qualité du service et l'harmonisation de la qualité du service, le débat sur le financement de ce service, avec des disparités qui portent à la fois famille qui paye pas, mais aussi bloc communal qui paye ou bloc communal qui ne paye pas. Il y a aussi cette disparité-là. Ce que je proposerai, c'est qu'effectivement, on ait un groupe d'élus qui fait un travail en miroir à la consultation que l'on fera pour au moins ne pas se battre sur les chiffres et avoir en temps réel la vérité des choses. Voilà, donc là, c'est une proposition que j'avais l'intention de vous faire quand on aborderait ça. Et donc là, je pense qu'on répond partiellement à votre demande. Budget annexe,
peut pas répondre comme ça. On avait envisagé au début, la colonne des moins était plus importante que la colonne des plus en matière d'inventario. C'est très intéressant, voilà. Mais que je sache, aucun département n'avait fait un budget annexe transport quand ils avaient la compétence. Voilà. Ensuite, donc là, je pense avoir répondu, mais on aura le débat sur la partie purement budgétaire, avec une remarque particulière. L'investissement, on y reviendra, l'investissement économique, la partie qu'on avait un investissement économique a été essentiellement en 2017 sur la participation dans les SEM. L'investissement économique était essentiellement sur la participation dans les SEM, qui ne se fait qu'une fois. Donc il n'est pas anormal, mais Jean-Claude y reviendra quand il présentera le budget, il n'est pas anormal, je vous le dis en réponse, il n'est pas normal qu'il y ait une baisse là, parce qu'on ne va pas y revenir deux fois. Alors, je vais en profiter pour traiter aussi la partie qui me concerne en tant que VP, notamment sur la partie de gestion, les ressources humaines et les moyens. Donc, la stratégie de mandat était l'application du dialogue social, l'intégration des nouveaux agents régionaux liés au transfert, la maîtrise de la masse salariale. Et donc, nous sommes dans une maîtrise totale et nous souhaitons continuer de la maîtriser parce que, hors transfert des personnels, nous sommes à un objectif d'augmentation de la masse salariale de 0,3%, ce qui va vouloir dire quand même quelque chose de relativement serré. Voilà. Ensuite, donc, on intègre dedans l'accord social avec le temps de travail, 1607 heures, l'action sociale avec l'harmonisation des titres de restaurant, la mise en place d'un fonds de secours et l'extension du marché des assistantes sociales. Donc c'est tout un ensemble où là, on a aussi intégré cela. Et le nouveau régime indemnitaire, la présidente en a donné le contenu. Je dis, ce régime indemnitaire, quand on compare un peu aux autres, parce que toutes les collectivités sont liées à ça, nous avons eu un accord global sur l'ensemble. Temps de travail, action sociale, régime indemnitaire. Et sur le régime indemnitaire, ce qui est très novateur, à métier identique, régime indemnitaire identique. Non, parce que, la loi, c'est par rapport aux catégories A, B et C, et non pas par rapport à la démarche métier que nous faisons. Ensuite, on intègre 87 agents des transports, soit au 1er septembre, soit au 1er novembre, qui vont être rémunérés en année pleine. 7 postes de support qui sont compensés par le transport, par le transfert financier, postes support, non, mais qui sont transférés des départements en argent. Parce que c'était la comptabilité des éléments, on a évalué dans les clercs chacun, donc ce sont 7 créations de postes que nous avons à faire. C'est les agents du CREPS qui sont à intégrer aussi, et ce seront 3 postes pour l'exercice de la nouvelle compétence déchets, alors qu'on a eu de transférer que 0,2 équivalent temps plein d'un seul département. Et là, ce sont des dépenses... puisque même certains départements avaient dit on ne fait rien puisque ça sera transféré. Donc il n'y avait rien de transféré financièrement, mais on a tout à faire quand même pour exercer cette compétence. La masse salariale, c'est une augmentation à périmètre constant qui est contenue, je l'ai dit, y compris avec l'impact du dialogue social pour 2,3 millions d'euros sur les 2,8 globaux, parce que les agents des lycées, on attend le décret pour que ce soit mis en application. Donc 1,6 million sur le régime indemnitaire et le reste sur les autres éléments. Et ce n'est pas neutre.
Et puis, il y a les mesures nationales qui vont s'appliquer sur le jour de carence. Alors, je sais que le Sénat a voté 3 jours de carence alors que le gouvernement proposait 1 jour. On verra ce qu'il en sortira. Ensuite, les ressources humaines, c'est s'appliquer à nous-mêmes ce que l'on veut pour les autres, le développement de l'apprentissage, avec une augmentation progressive du nombre d'apprentis, le recrutement des premiers services civiques aussi, la prévention de lutte contre l'absentéisme que l'on fait, notamment sur une meilleure couverture de la médecine de prévention, les extensions aussi aux agents des lycées des équipements individuels de protection. C'est l'engagement de la collectivité dans une politique de GPEC, avec la démarche métier, avec un panorama des carrières, avec un dictionnaire des compétences qui est en cours d'élaboration. C'est des procédures, la mise en place des procédures d'examen professionnel, des plans de formation pluriannuels aussi, et puis des outils pour accompagner les agents dans leur mobilité, soit mobilité de métier, avec des stages d'immersion pour voir si tel et tel métier les intéresse. Ensuite, sur les moyens de l'institution, et je vais terminer pour ne pas dépasser, parce que je vois que je suis à 23 minutes 58, mais j'ai fait 2 coups là. Donc c'est les moyens de l'institution. Nous avons un travail sur les coûts de fonctionnement, l'organisation des locaux, la performance énergétique, la DMG qui va déployer en interne avec les autres directions, le pôle de ressources, un plan de développement des pratiques durables, la transformation du parc automobile vers une économie moins carbonée. Et puis, ce sont des investissements au niveau de l'accessibilité, de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments administratifs. C'est aussi une rationalisation du parc immobilier global. On attend aussi à ce qu'il y ait des mouvements au 14 boulevard de la Trémouille, 17 boulevard de la Trémouille, après la libération des locaux par le SGAR, qu'on espère qui se réalisera dans l'année. C'est l'amélioration aussi au niveau de la sécurité, avec la vidéoprotection. Et puis c'est une politique d'achat qui est maintenant bien rodée et qui vise effectivement à, comme l'a dit la présidente, à faire des économies, mais aussi avoir une démarche citoyenne au niveau de la performance énergétique sur l'utilisation des bio dans les demi-pensions et systématiser les clauses d'insertion dans tous les marchés de plus de 1 million d'euros. Donc, le budget, je vais aller au dernier point, sur le budget ressources et moyens est en fonctionnement à 210 millions d'euros. 210 millions d'euros, je vous demande de retenir ce chiffre-là, et en investissement à 60 millions d'euros. Mais pour faire tourner la boutique, pour parler vulgairement, c'est 210 millions d'euros. Merci de votre écoute.